Aussi loin que je me souvienne, chaque année, il y a un événement que j'attends plus que les autres. Le Royal Rumble. Une superstar toutes les 90 secondes. 30 participants, un seul vainqueur et à la clé, une place pour le main event sur la plus grande scène du monde. Et pourtant, soyons honnêtes, ces dernières années, entre un roster parfois très lambda et des rumbles assez prévisibles, l'événement pouvait vite perdre de sa magie. Mais cette année, c'était différent. Déjà parce que pour la première fois pour beaucoup d'entre nous, le Royal Rumble était diffusé en direct à 20h sur Netflix avec les commentateurs français, ce qui nous promettait une soirée de dingue. Mais surtout parce que quand tu regardes le roster actuel, les talents annoncés et toutes les surprises qui pouvaient être attendues, c'était impossible de ne pas être hypé. Alors, j'ai fait ce que tout bon fan ferait. J'ai pris mon meilleur soda, une pizza, et je me suis posé devant la télé. Je sais d'avance que certains ont passé une soirée horrible, que d'autres ont passé une soirée incroyable, et qu'encore d'autres ont passé une soirée mitigée, mais donc voyons ensemble ce que valait le Royal Rumble 2026. On se retrouve donc à Riyad, en Arabie Saoudite, dans ce stade assez particulier avec des LED dans le public. Mais bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, j'ai pas eu forcément le temps de m'y attarder, le Royal Rumble féminin allait déjà commencer. Alors le show commence et pour la première participante, on accueille la reine Charlotte Flair. Et quelques secondes plus tard, on avait l'entrée d'Alexa Bliss. Franchement, j'ai trouvé ça super original, même si ça pouvait être attendu, et la preuve, je l'avais prédit un petit peu, je trouve que c'était une bonne idée. Ça change un peu et ça ramène encore une fois une notion d'histoire à l'intérieur du Royal Rumble. Et donc moi, personnellement, ça m'a fait penser un peu à une future tension entre les deux, où Bliss, on a l'impression qu'elle ne doute jamais de leur amitié, quitte à ce qu'elle arrive en deuxième, elle est en mode, mais bien sûr qu'on va faire équipe, alors que Charlotte, en face, elle était vraiment dans un doute, est-ce qu'on va vraiment s'affronter parce que moi, finalement, je vais quand même aller à WrestleMania, quoi. J'ai trouvé l'échange trop cool, en plus, ils ont fait un espèce de jeu, bon voilà, je suis pas contre l'humour non plus. Et donc elle décide de se mettre en équipe finalement et on enchaîne avec la troisième arrivante, Kiana James. Alors j'avoue qu'en termes de catch féminin, je m'y intéresse pas forcément, mais elle va dérouler sur les deux catcheuses et j'avoue que pour le coup ça m'a un peu surpris. Le fait qu'elle arrive vraiment à gérer les deux catcheuses d'un coup, ça m'a un peu fait bizarre. Normalement ça aurait été plutôt l'inverse qui aurait été attendu. Mais finalement on va dire qu'elles se sont plus laissées surprendre, elles vont quand même réussir à reprendre le dessus. On a Nia Jax qui débarque et franchement pour l'instant c'est super. Maintenant ça va mener malheureusement à un ventre mou dans le match. Nia Jax personnellement j'aime pas forcément son catch, je trouve que ça ralentit un peu tout. Bon c'est le début du match, c'est normal, ça se lance. On a des arrivées très cool comme Ivy Nile, même si elle fait pas trop réagir la foule, les gens sont obligés de s'investir quand on voit son catch dans le ring. Et j'ai été très surpris par l'entrée numéro 6, Lola Vice, que je suis pas du tout, je pense qu'elle vient d'NXT. Et quand je lis en bas former MMA fighter, donc une ancienne combattante du MMA, j'avoue que j'attendais de voir ce que ça allait donner. On a eu Ronda Rousey qui nous a un peu montré ce que ça pouvait donner dans un ring. D'ailleurs, elle s'est ramenée avec une tenue sponsorisée par Jey Uso, à ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a un lien? Je pense pas, mais c'était assez drôle de voir ça. Et très vite, on passe à l'entrée numéro 7, Candice LeRae, et puis on aura l'arrivée de Jordynne Grace, et là on va avoir un moment assez fort dans le match, parce qu'on va avoir Nia Jax éliminée par Charlotte Flair, mais qui va également éliminer sans faire exprès Alexa Bliss. Le doute est présent sur les deux visages, on a compris que c'était pas fait exprès, je trouve que l'enchaînement était très cool, et ce qui était incroyable, on enchaîne directement avec l'entrée de Becky Lynch. Quand la musique de Becky Lynch résonne, c'est juste trop cool. Les timings étaient super bien gérés, et ça fait plaisir de voir un Royal Rumble qui se passe comme ça, où chaque entrée a un intérêt, les deux face à face réagissent bien. Bon, même si je suis pas fan de comment Becky Lynch vend les claques de Charlotte, on dirait qu'elle tend le bâton pour se faire battre, mais là c'est même l'expression ne représente pas ce qu'elle était en train de nous faire sur le ring. Et là on se dit qu'on va peut-être calmer le jeu, et en fait ça se calme jamais. On a l'entrée de Sol Ruka en numéro 10. Alors Sol Ruka je la connais pas, je l'ai déjà vue rapidement chez NXT, mais je connaissais pas trop son catch, je suis devenu fan. J'adore sa manière de catcher, sa tenue était super cool, son style est génial, enfin je veux dire, elle a rien à envier au roster principal et j'ai hâte qu'elle rejoigne justement ce roster principal pour renouveler un peu tout ça. Et on a ensuite l'arrivée en numéro 11 de Roxanne Perez et c'est ça en fait que j'adore dans ce Royal Rumble féminin, c'est que ça s'arrête jamais. On vient de terminer déjà une phase de l'histoire où Charlotte se retrouve tout seul, où on a eu déjà pas mal de face-off et là on réentame déjà une nouvelle histoire avec l'arrivée justement du Judgment Day avec Roxanne Perez. Et puis là c'est la décadence, hein. On a l'arrivée de Maxine Dupri. Quand on voit ce qu'elle propose sur le ring, elle a même galéré à monter dans le ring. Tout est moche. Je suis vraiment pas fan
de cette catcheuse, et même si elle fait des efforts, je me dis qu'il y a tellement plus talentueux dans le roster, on pourrait tellement mettre d'autres gens en avant. Je comprends pas pourquoi il force avec elle, en plus elle fait pas forcément réagir la foule. Et là on va avoir un acte d'absolu de cinéma avec Maxime Dupri qui réagit à l'entrée de Natalya avant même que la musique commence. La tête en plus quand elle attend Natalya, mais vraiment... Heureusement elle va se faire rapidement éliminer, finisher de Becky Lynch, et ça passe par-dessus la troisième corde. Becky Lynch se fait éliminer dans la foulée par Natalya, et on respire toujours pas. On a Liv Morgan qui arrive. J'ai adoré déjà sa tenue, sa manière d'arriver, elle a un charisme naturel, elle a une musique qui fonctionne bien, elle a une gimmick de fou. Même sa course était déterminée. Elle était là pour gagner, ça s'est vu dès le début. Elle arrive, elle a fait aucune faute, ses coups étaient magnifiques, ses enchaînements étaient beaux, l'entrée de Lash Legend en numéro 15 qui va d'ailleurs faire une très belle performance dans ce match, mais très rapidement on a le Judgment Day au complet avec l'arrivée de Raquel Rodriguez. Elles vont d'ailleurs ensemble éliminer Kiana James qui a fait d'ailleurs une belle prestation dans ce match, et on a l'entrée de Chelsea Green. Encore une fois une tenue très originale, et d'ailleurs c'est le moment de parler des tenues. J'ai trouvé que pour une fois ça faisait plaisir de voir des tenues travaillées et que ça permettait justement de montrer des tenues différentes et d'exploiter les gimmicks des catcheuses pour adapter une tenue et leur proposer un vestiaire un peu différent. L'entrée de Julia en 19, encore une fois, ça fait pas réagir la foule, pourtant j'adore sa musique, mais une fois qu'elle est dans le ring, on est obligé d'aimer son catch, ses enchaînements sont propres, et donc on enchaîne une nouvelle histoire avec l'entrée d'Io Sky, et donc derrière on attend bien sûr Rhea Ripley, on sait qu'on a le Judgment Day dans le ring, Io Sky elle gère le Judgment Day elle toute seule. On a ensuite l'entrée d'Asuka, encore une fois c'est super bien choisi parce qu'on sait qu'on va attendre sa partenaire aussi dans le match, surtout que dans des segments elle avait eu un accord avec sa partenaire qui devait lui faire gagner le Royal Rumble, et on n'attend pas plus parce qu'en entrée 22 c'est Rhea Ripley directement qui va venir aider sa partenaire, et elle va faire un grand ménage en éliminant Chelsea Green mais aussi Roxanne Perez. Elle va du coup fragmenter le Judgment Day et se faire défoncer, littéralement passer à tabac par Raquel Rodriguez et Liv Morgan. On enchaîne directement avec l'entrée de Bayley qui fait réagir la foule. À ce moment-là, j'ai eu extrêmement peur pour Sol Roca qui a failli être éliminé. Pareil pour Liv Morgan, elle a failli se faire éliminer mais elle s'en sort. Entrée numéro 24, Jacy Jane qui fait une belle performance au milieu du ring. On enchaîne avec l'élimination de Nati, pardon. Et là on a une petite surprise. Alors j'avoue, quand j'ai vu Nikki Bella arriver, j'étais un peu sur la défensive et donc j'attendais un peu de voir ce qu'elle allait faire dans ce match. On a l'entrée de Lyra Valkyria en numéro 27. Kairi Sane fait son entrée pour rejoindre Asuka justement. On a donc plein d'équipes et on a une scène hyper marrante et d'ailleurs qui s'enchaîne super bien avec l'élimination d'Asuka par sa partenaire qui lui avait pourtant promis de lui faire gagner le Royal Rumble. On a la réaction de Io Sky qui est juste hilarante, qui va éliminer Kairi Sane, et donc on a Asuka qui emmène sa partenaire pour la corriger, et on a l'entrée de Brie Bella. C'est trop cool, franchement c'est trop cool, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans les rings, mais revoir les Bella Twins dans un ring en 2026, même si c'était pas le vœu de certaines personnes, on peut pas mentir, moi j'ai popé avec le public et le retour de Yes Movement qui était un moment monumental avec ce clin d'œil à Daniel Bryan qui est maintenant à EW. On a un enchaînement parfait avec la dernière entrée de Tiffany Stratton qui réveille encore plus le public avec une ovation globale, et là on a un bug d'écran où on nous montre qu'il y aura une entrée numéro 31. Je m'attendais à une Edge Ellie ou même une Bianca Belair, mais finalement non, ça va bien rester à 30. Mais donc tout le monde est bien dans le ring, avec les Bella Twins qui ont construit entre autres la division par équipe féminine, qui vont faire face encore à une nouvelle équipe. Les éliminations s'enchaînent, les Bella Twins sont éliminées, Charlotte est éliminée, Io Sky est éliminée, donc on peut dire que c'est une super belle performance pour Lash Legend qui va derrière faire face à Rhea Ripley. Ça va vite tourner autour de Raquel Rodriguez qui va éliminer Rhea Ripley, lui briser le dos sur le tablier du ring. J'ai eu mal pour elle, mais dans la foulée, à peine, on a Liv Morgan qui élimine Raquel Rodriguez. À ce moment-là, on a Liv Morgan qui a le sourire aux lèvres. Elle pourrait être en mode « je suis désolé, je t'élimine pour gagner le Rumble ». Non, elle s'en fout. On a donc pas une finale à 4, mais une finale à 3. Elles sont tous sur le tablier du ring. Elles se mettent tous en danger, ça peut partir en cacahuète à n'importe quel moment. On a Sol Roca qui tente un move et qui se fait éliminer par Tiffany Stratton. Et Liv Morgan la pousse dans la foulée. J'ai popé, encore une fois, j'étais trop content pour elle. Et j'ai appris du coup par les commentateurs à ce moment-là que depuis le début à la WWE, elle n'avait pas à gagner un Royal Rumble. Et s'il y avait bien un moment pour lui faire gagner ça, c'était maintenant. Que d'émotions, j'ai envie de vous dire, et pourtant c'est que le début, car très vite après on enchaîne avec Gunther contre AJ Styles, avec la carrière de AJ Styles en jeu, mais également cette fameuse notion d'abandon qui va être tentée pendant le match. On retient notre souffle pendant les deux entrées. L'entrée de Gunther m'a fait extrêmement penser à Rocky, et l'entrée de AJ Styles, ému lors de sa descente et de son approche au ring, j'avoue que ça présentait rien de bon, mais on savait qu'il allait se battre.
Le match commence, le début est un peu lent, ça se prend la tête, ça se pousse, ça se provoque, ça joue avec le public. C'est pas forcément ce qui me ravit le plus dans un match de catch, mais ça fait monter la tension, c'est pas négligeable, et surtout sur place, faut pas oublier que les gens viennent de vivre un Royal Rumble, donc faut les laisser respirer aussi un petit peu. Dans la globalité, j'ai beaucoup apprécié le match, c'est malin parce que très rapidement il ramène cette notion de faire abandonner AJ Styles, mais oui, si je devrais vraiment reprocher un truc à ce match, c'est que j'ai eu l'impression que AJ Styles était à 10%, là où il aurait dû être à 100%. Après, bon, il a un certain âge, et je pense qu'il avait tout sauf envie de réellement se blesser pendant ce match. On a un magnifique phénoménal forearm depuis le ring vers l'extérieur sur Gunther, et même si à un moment il va essayer de revenir, il va remettre de la puissance, Gunther est juste trop malin, trop fort, il va l'empêcher de faire un deuxième phénoménal forearm, et l'endormir jusqu'à ce que l'arbitre arrête le match. Le public est choqué, on sent que même dans la réalisation, la WWE a un peu voulu refaire la streak de l'Undertaker qui avait pris fin, la réaction de Gunther, la réaction du public, les plans, la musique qui démarre avec un peu de retardement, ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc oui, c'était un moment mémorable. Mais la chose à retenir, c'est également que AJ Styles, à la fin du match, même s'il est à deux doigts de poser ses gants sur le sol pour laisser sa carrière derrière lui, les récupère, les met et fait son signe vers le public. Je pense qu'il va peut-être faire un tour vers la AAA, vers TNA, et selon moi, c'est tout ce qu'il fallait faire. La carrière d'AJ Styles, elle n'a pas été faite à la WWE. Il s'est inscrit dans le paysage de ce sport à travers de multiples compagnies, également et surtout au Japon. Et je pense que sa tournée d'adieu, justement, elle doit se faire partout. C'était certainement pas le dernier, et c'était justement le premier de cette tournée d'adieu. Et puis on enchaîne avec le match juste avant le Royal Rumble masculin. Alors là, faut qu'on parle. Je vais m'excuser par avance pour tous les fans de Sami Zayn, mais j'ai vraiment du mal avec cet underdog à qui on donne des opportunités, des titres et des histoires importantes depuis des années, et à chaque fois, il fait le travail. Oui, est-ce qu'il explose les scores et est-ce qu'il arrive à tenir sur le long terme? Non. Et donc même si j'aurais trouvé ça cool de lui donner le titre et la victoire au Royal Rumble devant son public, même s'il aurait perdu juste derrière, j'avoue qu'une victoire de Drew McIntyre m'aurait largement plu. Et personnellement, j'ai pas forcément été emballé par le match. Il était pas mauvais, il était correct, et donc en toute logique, c'est à ce moment-là que je suis parti faire ma vaisselle, me brosser les dents et me mettre en pyjama. Et au moment où je suis revenu, j'ai vu Sami Zayn complètement dans les vapes. Une fois passé à travers la table, il répondait juste plus du tout. Il s'est fait gifler, humilier, et même si il a essayé de faire un retour avec un Helluva Kick qui va directement se faire calmer par un Claymore, et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que pour asseoir son autorité et sa puissance, McIntyre ne va pas faire le tomber, il va le regarder dans les yeux, attendre qu'il se relève et lui mettre un Claymore alors que Sami Zayn est à genoux. C'était juste impressionnant. On a eu une exécution en direct devant son public et pour montrer que Drew McIntyre pouvait clairement gagner clean contre Sami Zayn, et pour moi, c'était obligatoire. Sami Zayn, il a beau être devant son public, c'est loin d'être un main eventer, c'est loin d'être un catcheur à la hauteur de Drew McIntyre, et ça s'est vu dans le match, donc ça me fait plaisir. Et donc c'est le moment. On était en fin de soirée, on attendait beaucoup de ce Royal Rumble, et d'ailleurs ça va commencer directement avec une séquence où on voit Paul Heyman faire face à Adam Pearce pour réclamer que Braun Breaker ne rentre pas en numéro 1. Et après cet échange, ça tombe bien, parce qu'une fois les lumières éteintes, la musique qui résonne dans le stade, c'est celle que tout le monde, je pense, attendait dans ce match. Obafemi fait son entrée. Et moi qui étais fan de son entrée justement avec sa façon de marcher, j'étais heureux de le voir descendre cette rampe, et du coup on a pensé que Paul Heyman avait réussi à convaincre Adam Pearce de ne pas mettre Braun Breaker en numéro 1. Et effectivement, parce que Braun Breaker arrive en numéro 2. Et donc lors de son avancée au ring, je me suis dit ça y est, on va avoir un choc de colosse, mais non. Un catcheur masqué va attaquer Braun Breaker et lui placer un stomp à l'extérieur avant de le remettre dans le ring, et que Braun Breaker se fasse éliminer en 3 secondes par Obafemi. Encore une fois, c'est une décision créative qui ne va pas plaire à tous, et pourtant j'ai adoré. Pourquoi? Parce que si Braun Breaker était dans le Royal Rumble, il était obligé de gagner. Ça aurait été encore pire de le faire arriver, imaginons, dans le Fatal 4 et de le faire perdre à ce moment-là. On se doute que c'est aussi une théorie derrière la cagoule, encore une fois certains vont crier à l'évidence. En l'occurrence, j'ai trouvé le choix hyper malin, et surtout la réaction de Braun Breaker. Alors j'en ai vu certains pas contents que Braun Breaker ne pète pas un câble, mais au contraire, c'est beaucoup plus malin qu'on peut le penser, et ce personnage de Braun Breaker, plus calme que d'habitude, il nous est teasé depuis un moment. Depuis le moment où il a rendu la ceinture à Adam Pearce, on comprend qu'il est canalisé par Paul Heyman, et que là, il n'est pas en rage d'avoir perdu son opportunité pour le titre, il est surtout perturbé par qui est-ce qu'il a attaqué. Il sait que Seth Rollins est censé être blessé, et la seule autre personne qui fait le stomp, il est censé être de son côté.
On a ensuite l'entrée de Solo Sikoa. Bon, on met plus trop d'espoir sur lui, c'était surtout à mon avis pour faire dérouler Obafemi, ce qui se passe merveilleusement. On enchaîne avec Rey Mysterio en numéro 4 et Rusev en numéro 5 qui va rapidement se faire éliminer justement par Obafemi. Oba va d'ailleurs enchaîner avec l'élimination de Solo Sikoa et enchaîner avec l'élimination de Rey Mysterio. Les gimmicks de Obafemi dans le ring, c'est juste incroyable. Le mec occupe le ring, c'est un réel showman et ça fait plaisir de voir des entrées comme ça de NXT. On a ensuite l'entrée de Matt Cardona, pareil, rapidement éliminé par Obafemi. On enchaîne avec Damien Priest, qui va de par sa taille et son personnage résister un peu plus longtemps. Et là, il en fallait pas plus. On envoie directement Javon Evans. Dès sa musique, le public explose. Son entrée est géniale, le mec rebondit partout. Les face-à-face entre Javon Evans et Obafemi sont géniaux. Les deux se connaissent, ça se voit, ça s'enchaîne super bien. Et là, c'est le moment pour moi de pousser un coup de gueule. Parce qu'on a l'entrée de Mister Iguana. Je suis pas contre l'humour, mais pour moi, il n'a rien à faire dans le Royal Rumble. Il y en a plein d'autres, des catcheurs talentueux qui méritent d'être mis en avant, exactement comme ce qu'ils ont fait dans le Royal Rumble féminin. On a le personnage de Damien Priest qui va être obligé de faire un chokeslam à une peluche, et perte de logique à ce moment-là, parce que l'humour fait perdre n'importe quelle logique à chaque fois à la WWE. Damien Priest n'élimine pas Mister Iguana, mais heureusement, on enchaîne rapidement avec Trick Williams. C'est mon futur catcheur préféré, je le dis, j'adore sa gimmick. Les chants de la foule étaient incroyables, et merci Trick Williams qui va éliminer Mister Iguana. Il va même foutre la peluche à l'extérieur. Et alors là, le trio dans le ring qui va se faire face, c'est juste incroyable. Et sans avoir le temps de ralentir, entrée numéro 11, Cody Rhodes. Avoir des gros noms comme ça au début du Royal Rumble, ça montre que c'est pas forcément à la fin qu'on va mettre tout le monde et qu'il reste encore de la place pour des surprises justement. En parlant de surprises, entrée numéro 12, El Grande Americano. Je pense que la foule était tellement morte à ce moment-là que même moi, j'ai pas compris ce qui se passait sous mes yeux. Parce que juste après, va rentrer El Original Grande Americano. On a fait un match féminin compétitif parfait, et là où on peut faire un match masculin avec tous les talents d'NXT, mais également des noms comme Carmelo Hayes qui n'était pas dans le Royal Rumble, non, on nous met Mister Iguana et les deux Grande Americano. Un même de Spider-Man et on est reparti avec l'élimination de El Grande Americano et dans la foulée par Trick Williams de l'élimination de l'original Grande Americano. Et là pour moi on a juste affaire à du grand n'importe quoi. J'ai pas compris ce que la WWE a voulu faire. On a Cody Rhodes qui place un crossroad sur Trick Williams et qui va l'éliminer. Oui, c'est peut-être mon futur catcheur préféré. Oui, il est ultra talentueux, donc je suis peut-être pas objectif, mais c'est quoi l'intérêt de virer Trick Williams du match? Il y a encore plein de choses à raconter avec des gens qui vont arriver. Heureusement, on a Royce Case qui arrive pour remettre du sang neuf un peu dans le ring, avec son face-à-face contre Damien Priest, qu'il va d'ailleurs éliminer, et l'entrée de Austin Theory. Justement, est-ce qu'entre-temps il a retiré la cagoule? Je ne sais pas. Il a l'air d'être motivé. Est-ce qu'il est motivé parce qu'un Seth Rollins serait de retour dans le match? Je sais pas. On croit en l'impossible. Donc on continue le match. On enchaîne avec l'entrée numéro 16, Bronson Reed et la vision qui se remplit petit à petit dans ce match. En numéro 18, mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce Royal Rumble masculin? On a l'entrée de La Parka. Le public n'a même pas beaucoup réagi, je vois pas l'intérêt, le mec est en déguisement de squelette. Je veux dire, si vous voulez mettre une blague, au max 2 blagues, mais espacez-les. Là ça s'enchaîne, on n'a même pas le temps de se concentrer. Mais peut-être que la prochaine entrée va me donner tort avec l'arrivée de Dragon Lee. Comment ça, Dragon Lee? Attendez, on va peut-être attendre le numéro 20. Logan Paul, d'accord, donc la vision au complet dans le ring, même s'il n'y a pas Brand Breaker, on va bien voir ce qu'ils vont faire dans le ring, étant donné que tous les plans maintenant ont échoué. Et on enchaîne avec LA Knight. Et alors là les amis, on rentre dans la pire phase de ce match. Je sais qu'on a l'impression que depuis le début, ce match est semé d'embûches, mais ici, c'est du grand n'importe quoi. Vous rêvez pas, hein, même s'il se fait exploser au début par souci de nombre, il va littéralement virer Bronson Reed et Austin Theory. Et après être parti s'occuper de Logan Paul, on a l'entrée de Brock Lesnar. Et à ce moment-là, je me dis, ok, peut-être que là, ils vont relancer les choses, peut-être que c'est à ce moment-là, numéro 22, il reste peu de place, mais peut-être encore des bonnes surprises. Brock Lesnar rentre dans le ring, il va balancer des souplexes et des cordes à linge comme jamais, et on a l'entrée numéro 23 avec The Miz. Finalement, il rentre juste dans le ring pour ajouter quoi à votre avis? Est-ce qu'on a eu assez d'humour dans ce match? Avec The Miz qui regarde les deux opposants parce qu'on a oui un face-off entre Obafemi et Brock Lesnar. Apparemment, le roster s'est mis d'accord, il faut protéger l'affiche. Eux aussi, ils ont envie de toucher le cachet de WrestleMania, donc ils vont se jeter directement sur les deux. Ilya Dragunov est éliminé, Cody Rhodes est mis à terre, LA Knight aussi, et on a enfin ce face-off. Mais l'arrivée numéro 24 va tout couper avec l'arrivée de Roman... Ah non. Donc Rey Fénix rentre dans le match, il va s'élancer dans les bras de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui a à deux doigts de balancer Rey Fénix sur Obafemi. Obafemi qui se fait surprendre par une German suplex. Rey Fénix à peine arrivé, à peine sorti. Quelques échanges entre Obafemi et Brock Lesnar. Et très vite, Brock Lesnar va virer Obafemi. Ça en vrai, c'est pas illogique. On protège l'affiche.
c'est cool. Allez, numéro 25, c'est le moment de reconstruire un ring qui tient debout, Jey Uso. Et là, je pense que c'est la terreur que beaucoup de gens ont eu. Par pitié, fais une entrée rapide, que ta musique se coupe et que tu catches, s'il te plaît, Jey Uso, que tu catches. Eh bien non, il est rentré par le public, il a yeeté avec tout le public. Une fois rentré dans le ring, il a relancé sa musique. En fait, quand j'entends Paul Heyman dire que les émissions comme Unreal tuent complètement le secret du catch, quand je vois des entrées ou des choses comme ce que fait Jey Uso, c'est ça en fait qui tue la crédibilité du catch. En numéro 26, même si j'avais plus beaucoup d'espoir, on a donc enfin l'entrée de Roman Reigns, qui m'a fait peur, j'avoue. Quand il a voulu relancer la musique, je me suis dit là c'est bon, c'est la fête, c'est le carnaval. Finalement non, Roman Reigns garde son personnage sérieux, il garde son personnage compétiteur, il est là pour gagner, il va enchaîner tout le monde, virer The Miz, et l'entrée du numéro 27 va peut-être faire bouger les choses, avec enfin une histoire qui s'écrit, l'entrée de Jacob Fatu. Cody Rhodes qui sort du ring, ça se bat à l'extérieur. On a ensuite l'entrée de Penta, et en fait c'est ça que je reproche à ce match, c'est qu'on n'a pas envie de voir Penta en numéro 28. Penta, on a envie de le voir en numéro 22, pour qu'il se donne, pour qu'il anime ce match. Les 5 derniers numéros, c'est les derniers, c'est les plus attendus. Et là en fait, on a les noms, juste qu'on attend dans ce match. Rapidement après l'élimination d'LA Knight, on a l'entrée numéro 29, que j'avais prédit. En même temps, j'avais une chance sur 2, donc bon, c'était pas compliqué. Mais je suis quand même pas mal fier de moi, parce que Randy Orton, c'était un de mes favoris. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais s'il y a bien une chose que je veux voir, c'est un dernier run de Randy Orton avec le titre. Et s'il y a peut-être une dernière année que Randy Orton fera, c'est peut-être 2026. Alors j'aurais bien aimé le voir gagner, donc son entrée m'a fait extrêmement plaisir. Il enchaîne ses classiques, ça fait réagir le public, et directement, l'entrée numéro 30, Gunther. Non, je vous fais pas une blague, c'est pas une simulation sur 2K26, il est pas encore sorti, c'est bien l'entrée de Gunther en numéro 30 qui vient de gagner un match juste avant. Le match s'enchaîne, un magnifique RKO de Randy Orton sur Jevon Evans, franchement il fallait au moins qu'on ait ça dans le match. Penta éliminé par Gunther, une séquence que j'ai beaucoup aimée parce que Randy Orton et Cody Rhodes vont se mettre ensemble contre Gunther, et là je me dis let's go, enfin une satisfaction dans le match, ils vont s'enchaîner et faire souffrir Gunther pour ce qu'il a fait à AJ Styles, mais non, très vite, Gunther esquive. Vraiment ce match, je sais pas comment ils l'ont écrit, mais c'est une catastrophe. Cody Rhodes est sur le point d'être éliminé, il se rattrape, mais finalement il est quand même éliminé par l'intervention de Drew McIntyre à l'extérieur. Jacob Fatu éliminé par Roman Reigns, et l'enchaînement qui m'a fait peur de fou, c'est quand Jey Uso a placé son spear horrible à Roman Reigns pour l'éliminer, et heureusement Roman Reigns, étant donné je pense qu'il était juste un peu plus frais, il a réussi à se retourner et à le virer du ring, et on a le fatal fort entre Logan Paul, Roman Reigns, Randy Orton et Gunther. Les coups s'enchaînent et très rapidement le premier à sortir du ring, c'est Logan Paul. Bon ça va, ceux qui ont paniqué, vous êtes rassurés. Ensuite, et à ma grande déception, on a Randy Orton qui place un RKO sur Roman Reigns et qui est éliminé dans la foulée par Gunther. Je suis pas content. Donc la WWE n'a pas mal fait. On nous construit la haine contre Gunther en plus avec le match qu'il a fait précédemment contre AJ Styles. Ils vont forcément être pour Roman Reigns. Et ce qu'ils n'ont pas compris, la WWE, c'est que le Royal Rumble, c'est censé être un moment de célébration qu'on peut donner justement à des superstars comme Braun Breaker, comme Obafemi, comme Trick Williams, comme Randy Orton pour un dernier run. On n'a pas besoin de voir Roman Reigns regagner ce Royal Rumble. Et après un moment très cool quand même, je dois l'avouer, où Gunther essaye de faire abandonner Roman Reigns, Roman arrive à retourner la situation, placer un spear sur Gunther et l'éliminer dans la foulée. Certains l'attendaient, je suis sûr que certains le voulaient aussi, mais est-ce que franchement on n'aurait pas aimé une victoire un peu plus surprenante? On a compris que la WWE veulent un WrestleMania avec Roman Reigns. Et encore une fois, ça tombe sous le sens quand on sait que Roman Reigns se dirige vers Hollywood. Là où j'ai un bémol à mettre, c'est qu'il n'y a aucun intérêt que ce soit le Royal Rumble qui l'y conduise. Roman Reigns, il se pointe dans le ring face au champion, il a déjà un match. Alors pourquoi le faire gagner, le Royal Rumble? Pour lui faire gagner de la crédibilité, pour montrer que c'est un champion combatif qui allait chercher son opportunité? Peut-être. Est-ce que c'est pertinent et est-ce que c'est ce qu'on voulait voir? Je pense pas. Roman Reigns lève le doigt avec ce public qui le suit devant ce logo de WrestleMania, et c'est la fin de ce show qui aura duré une soirée entière de pur bonheur de catch, avec un magnifique feu d'artifice d'ailleurs, explosion dans tout Riyad, j'ai cru qu'ils allaient mettre le feu à la ville, j'ai eu peur. Je me dis que notre passion atteint aujourd'hui des sommets qu'on n'aurait sûrement jamais pu imaginer auparavant. Alors même si je m'attendais à mieux pour ce Royal Rumble masculin, et que le show en général a su me décevoir un peu, je peux pas dire que c'était une déception. Et quand on compare ce Royal Rumble à ce qu'on a pu avoir par le passé, c'était même une superbe soirée. En attendant, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. L'objectif est de vous proposer un contenu divers et qualitatif où j'aimerais bien raconter certaines histoires comme parler de certains shows pour divertir un maximum la communauté qui le mérite le plus, la nôtre.